nationale des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée aux personnes handicapées plaide pour la promulgation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Et puis un invité dans ce journal, Rigobert Kouta. Il est coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement politique allié à l'UDPS. Rigobert Kouta, bonsoir. Bonsoir madame. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci madame. Ok. Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est sous ce thème que le monde célèbre chaque 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. À Kinshasa, la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap a saisi l'opportunité pour faire un plaidoyer en leur faveur. C'est un reportage de Yolande Voka et Betty Amani. Vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable. C'est sous ces thèmes que les personnes vivant avec handicap, malvoyantes, sourdes, les personnes atteintes d'albinisme, ainsi que celles de petite taille, ont célébré cette journée internationale. Ensemble, elles ont fait un plaidoyer au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il qualifie de champion de l'handicap. Après plusieurs mois, les experts en langue de signes ont produit un dictionnaire thématique en langue de signes congolaise avec 6000 mots pour les personnes sourdes. À cette occasion, les malvoyantes ont invité le gouvernement de la République à valoriser davantage l'écriture braille en octroyant à leurs écoles et instituts de matériel adéquat, notamment de machines et imprimantes parlantes. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, s'est apaisantie sur les avancées enregistrées en faveur de personnes vivant avec handicap. Toute la communauté des personnes avec handicap de nos 26 provinces, à travers leurs délégués réunis dans cette salle, a tenu dans cette journée internationale à saluer cette grande ambition et à soutenir cette grande vision du président de la République sur le handicap. Les personnes avec handicap de notre pays, toutes catégories confondues, de promouvoir maintenant le président de la République et de le proclamer devant l'opinion nationale et internationale champion du handicap en République de la... Une présence remarquée à cette célébration. À l'occasion de cette journée, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a procédé à l'inauguration d'un centre de réadaptation physique à l'hôpital général. L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama-Yemo vient de bénéficier d'un bâtiment nouveau inauguré ce vendredi 3 décembre 2021. Ce bâtiment abrite le département de réadaptation fonctionnelle avec pour objectif de fournir des services de réadaptation physique aux personnes en situation de handicap. Les travaux de construction de ce centre moderne ont été assurés par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec les autorités congolaises. Ce département dispose des services de réadaptation physique comprenant la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique et les aides techniques à la marche. Il contribue efficacement à la réintégration des personnes en situation de handicap dans leur famille et leur communauté. Vous avez pu observer l'équipement. L'équipement est récent, donc il nous est très facile de réaliser nos formations. Nous pouvons prendre en charge tous les besoins en prothèses. Comme vous avez vu, on peut fabriquer des prothèses sur place, les béquilles sur place, on fait le montage des fauteuils roulants sur place, ce qui a un impact fort sur la réduction des prix. Ce centre est opérationnel depuis mi-janvier 2021. 3 spécialistes du CICR, un kinésithérapeute et 2 orthopédistes travaillent aux côtés du personnel national au quotidien. La construction de cet établissement par le CICR dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. La construction de ce centre par le CICR s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. Et puis cette nouvelle, à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable et adopté le projet de loi portant reddition des comptes 2020 et le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021. Sur 335 députés, 333 ont voté oui, aucun contre 2 et 2 se sont abstenus. Ce projet de loi a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. C'était à l'issue du rapport de la commission ECOFIN. Images et commentaires dans notre édition de demain.
Au cours de la plénière d'hier, la commission socio-culturelle a fait rapport des travaux sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Un reportage de Sylvie Mumbo. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre autour de 2 points à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'adoption globaux de 4 procès-verbaux de 4 plénières du jeudi 11, samedi 13, lundi 15 et mercredi 17 novembre 2021. Concernant les rapports de la Commission sociale et culturelle sur le régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État, le président de la Commission, le député national Léon Mondolé, a démontré l'importance de la sécurisation des agents de l'État dans différents secteurs, plus précisément au niveau du ministère de la fonction publique. La représentation nationale a approuvé les conclusions du rapport moyennant des amendements éventuels. Dans cette réforme, d'application que le gouvernement doit concrétiser par des règlements. Et d'habitude, ce genre de questions prennent du temps pour éviter que nous puissions faire des choses au va-vite. Nous avions donné au gouvernement 12 mois pour apprêter, préparer toutes les mesures d'application, toutes les dispositions réglementaires qui vont faciliter l'application de cette réforme qui, du reste, est complexe et trop technique. Et pour faciliter la compréhension, il faut que les mesures d'application soient apprêtées et à temps. Elle dispose de 3 jours pour un examen approfondi. À Belgrade, où il séjourne depuis quelques jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a visité les installations de l'unité spéciale de la police. Selon Daniel Asselo, il y a de quoi s'inspirer pour la promotion des bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. José Baïtombo pour le reportage. Un exercice de simulation très proche de la réalité, assauts, arrestations et encadrement lors de manifestations troubles, démonstration de la police de Belgrade chargée d'intervenir en cas de manifestations publiques occasionnant des violences graves ou traite des voleurs à main armée en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselo Kitoakoy a aussi visité la brigade de la cavalerie, la brigade canine, mais aussi l'arsenal dont dispose l'unité spéciale de la police serbe. Ces derniers a affiché clairement un intérêt particulier dans les partages d'expériences entre la police de la Serbie et celle de la République démocratique du Congo. L'unité spéciale de la police serbe, c'est plusieurs années d'expérience dans la protection de personnes et leurs biens. Et la République démocratique du Congo peut tirer 2 éléments pour plus d'efficacité. Il y a de quoi s'inspirer pour la promotion de bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. Le ministre de la Défense nationale s'est entretenu avec l'ambassadeur de France accrédité ici en République démocratique du Congo. Les questions liées sur la redynamisation de l'industrie militaire, la réforme en cours des FARDC et l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été abordées au cours de ces échanges. De John Dimbo pour plus de détails. Un séjour dans une ville pourtant réputée touristique, pas de tout repos. C'est celui que passe à Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, depuis plusieurs jours. C'est là, dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège qui court depuis 6 mois dans la province du Nord Kivu. En même temps, la diplomatie militaire s'invite avec l'audience accordée à l'ambassadeur de France en RDC, lui aussi, hasard de calendrier, en séjour dans la ville volcanique. Au menu de leurs échanges, le tour d'horizon des coopérations bilatérales militaires entre Kinshasa et Paris. Le ministre Kabanda a fait part aux diplomates français d'un certain nombre de ses propres initiatives aux projets qui lui tiennent à cœur, entre autres, et dans les contextes des réformes en cours des FARDC, la mise en place de l'industrie militaire par la production des armes et munitions, mais aussi sur le plan agricole, la création d'un petit institut scientifique pour formation des cadres militaires divers. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Défense nationale a sollicité l'appui de la France concernant la formation des officiers médecins congolais en matière de la médecine aéronautique. L'occasion faisant les larrons, l'homme d'État français en a profité pour demander au ministre Kabanda ce qu'il en est
de l'évolution de l'état des sièges dans le Nord Kivu. Kofi Olomide est en visite de compassion dans la province du Nord Kivu. Il était allé compatir aux malheurs qui frappent les populations de Béni, meurtries par les affres des guerres récurrentes perpétrées par les groupes armés dans cette partie du pays. Le président du quartier latin a aussi salué l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les deux provinces et s'inscrit en faux contre les médias qui disent qu'il n'y a pas de vie à Béni. Un reportage de Jessica Bassele. Béni, situé dans la province du Nord Kivu, connu par des atrocités et insécurité, donnant l'image d'une ville sans vie. Venu pour compatir et soutenir la vision du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État instaurant l'état de siège pour mettre fin aux attaques rebelles, l'artiste musicien Kofi Olomide Dimopao constate l'existence d'une vie humaine, de bâtisses et tant d'autres. Bref, il y a bel et bien une vie à Béni. Guest house oyo, hôtel oyo, Albertine, ya kitoko piscine, naba bambila kitoko oyo, naba aleposo, nzoka eza na Béni, biso ba yebisaki biso, awa tokutaka banguma, balion, babokona pona nga vraiment. Pour le patron du groupe Quartier Latin, outre l'usage de balles et munitions pour buter dehors l'ennemi de la paix, l'utilisation de certains mots constitue une forme de soutien à la population et aux autorités locales. Je voulais dire à mes compatriotes de Béni qu'ils ont un soldat de plus, mais pas n'importe quel soldat. Parce que vous savez, il n'y a pas que les balles, il n'y a pas que les fusils. Par les mots, on peut aussi régler les guerres. Accueilli dans une ambiance de convivialité, de propos de l'artiste musicien Antoine Agbepa Mumba, dit Kofi, le Quadraco Raman clôt le débat de ceux qui estiment que la ville de Béni serait un 10 heures pour une vie humaine, un nouveau narratif à inscrire dans le cadre du soutien au FRDC, Bendele et Koyate. Vous avez remarqué que ces images ont été filmées par un amateur. Et puis ordonnance numéro 21/090 du 3 décembre 2020 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 décembre 2021. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui leur concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 3 décembre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet. Et puis la République démocratique du Congo compte créer des richesses et l'emploi pour booster son économie. Pour ce faire, une mission commerciale des investisseurs kenyans sont à Kinshasa. C'est le fruit d'un partenariat signé entre le président congolais et son homologue kenyan. Un reportage de Diane Balaka, Jojo Ndimbu et Betty Amani. À la tête de près de 250 investisseurs du Kenya, la ministre kenyane de l'Industrie, Commerce et Développement des entreprises, Betty Maina, depuis quelques jours en RDC, participe à l'atelier commercial Kenya-RDC, dont le lancement a été donné conjointement à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbuji-Mayi le 29 novembre 2021. Elle a eu des échanges fructueux avec Julien Paluku Kaunga, ministre de l'Industrie. Selon elle, la RDC représente un vaste marché qui va permettre aux investisseurs kenyans de bien investir dans les affaires, a déclaré le ministre congolais de l'industrie congolaise. Ce tête-à-tête s'est focalisé sur le partage d'expériences en matière d'investissement et d'industrie.
Cette mission commerciale kenyane a pour objet d'installer des industries kenyanes en RDC dans le but d'y créer des richesses et d'emplois. Et donc c'est un vaste marché qui est exploré par les investisseurs kenyans et nous avons dit clairement, au lieu que nous fassions des importations du Kenya vers la RDC, c'est mieux plutôt que les investisseurs s'installent sur les sols congolais pour qu'on crée des emplois, on crée la richesse au Congo et que finalement cela contribue à pouvoir améliorer notre produit intérieur brut. Cette mission est le résultat d'un partenariat signé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président kényan Uhuru Kenyatta. Des défis économiques sont à surmonter, surtout en cette période de crise sanitaire. La Fédération des entreprises du Congo a tenu son assemblée générale ordinaire, au cours duquel la situation économique du pays et les perspectives à venir dans le cadre d'une relance économique après la Covid-19. Cédric Elena pour le reportage. Exercice 2020 sur le plan économique, plombé par la crise sanitaire qui n'en finit pas. Une évidence selon la Fédération des entreprises du Congo réunie en assemblée générale ordinaire sous la direction de son président national Albert Yuma Moulimbi. De ce fait, Albert Yuma sollicite l'appui du gouvernement au monde des affaires pour une parfaite collaboration. Et pour y arriver, les projets Renaissance, une initiative du président national de la FEC pour répondre efficacement aux nouveaux défis économiques qui se présentent. J'encourage tous les membres à s'inspirer de leur dynamisme, car c'est au sein de ces organes, commission nationale, comité professionnel, que se traitent les problèmes et préoccupations du secteur privé. En termes de perspectives pour 2021 qui tend à sa fin, les nouveaux variants de la Covid-19 ont suscité des inquiétudes, mais avec la découverte des vaccins contre la pandémie et la généralisation de leur administration, on peut avoir quelques motifs d'espoir quant au rétablissement des équilibres mondiaux à court et moyen terme. Au niveau national, les projections macroéconomiques faites situent le taux de croissance pour l'année 2021 autour de 3,5%, au regard du comportement de notre économie face à l'évolution de l'économie mondiale. Dans ces grandes lignes, le projet Renaissance d'Albert Yuma porte les aspirations du monde des affaires tenant compte des attentes légitimes du gouvernement de la République, notamment dans le renforcement de l'administration de la FEC, la révision de ses statuts, la consolidation du rôle des chambres syndicales, mais aussi et surtout le choix d'une communication ouverte vers le monde, en vue tout naturellement de décliner les valeurs, la vision du patronat congolais sur les enjeux économiques. Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait il y a peu lancé le programme de développement des 145 territoires à la base. Quelques mois après, le directeur général intérimaire du FONER s'est rendu dans la province du Kwango pour une visite d'inspection des routes de desserte agricole pour se faire une idée du niveau de l'exécution des travaux. Un reportage de Eurydice Kitutu. Lors du lancement par le Premier ministre dans la province du Kwango du programme de développement à la base, le directeur général du FONER à la tête d'une forte délégation était à la suite du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. La délégation du FONER a poursuivi la visite d'inspection à Kenge. Le FONER, en sa qualité de bailleur de fonds, a visité les travaux de cantonnage manuel. Une satisfaction pour le directeur général de l'Office de voirie des dessertes agricoles pour qui l'inspection appelle la continuité. Face aux bailleurs de fonds, l'OVDA se fait le devoir de justifier le fonds reçu. L'argent que le FONER nous affectait, nous l'avons affecté à l'entretien permanent par cantonnage manuel. Vous voyez, les intervenants sont les clercs, qui sont des structures d'appui de l'OVDA. Donc c'est nous qui les formons et c'est nous qui les utilisons. À la rencontre de Georgine Séléman-Itoulia, les cantonniers, contents de leur rémunération, n'ont pas manqué de remercier le bailleur de fonds. Le directeur général du FONER s'est dit satisfait face au travail réalisé par l'OVDA. Nous sommes vraiment satisfaits parce qu'en regardant ces routes, on s'est dit qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Plus question de passer des jours sur le tronçon de 46 km. On peut désormais parcourir ce tronçon en quelques heures.
Le ministère des Finances a organisé un atelier de 2 jours au cours duquel les experts comptables ont été formés sur la fiscalité, la comptabilité et l'audit des entreprises dans le secteur minier et pétrolier. Un reportage de Jacques Chiboabois et Junior Bonyoma. Sous le thème « Comptabilité dans les secteurs miniers et pétroliers », ce séminaire de 2 jours a permis à tous les experts comptables présents à s'approprier les opérations complexes et spécifiques de la comptabilité, de l'audit et de la fiscalité dans les entreprises minières et pétrolières. Béatrice Hôtel, cadre de cette formation de haute facture, l'expert comptable Jean-Pierre Fingou, l'un des formateurs, a clairement expliqué comment faire les opérations comptables spécifiques dans les secteurs miniers et pétroliers, ainsi que les diligences à mettre en œuvre lors d'une mission des commissariats au compte des entreprises extractives. L'inspecteur Tito Mayenda de la Direction générale des impôts s'est apaisanti sur les impôts du droit commun avec leurs particularités et les impôts spécifiques du secteur minier, notamment l'impôt spécial sur les plus-values et l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Il a démontré comment calculer tous ces impôts. Le professeur Camille Mapoti Saya s'est focalisé sur la fiscalité pétrolière en onshore et offshore, en rappelant le régime fiscal, les obligations sociales qu'ont les entreprises pétrolières. Il a évoqué le taxe des statistiques sur la marge distribuable et des participations, ainsi que les royalties et les dividendes de l'État, sans oublier leurs différents taux applicables. C'est un bien abreuvé de la fiscalité et de la comptabilité du secteur extractif. Les participants ne s'étaient pas retenus de manifester leur satisfaction et gratitude aux formateurs ainsi qu'à l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, Conseil provincial de Kinshasa qui a organisé ces séminaires de 2 jours. À l'issue de cette formation, tous les experts comptables ont reçu des attestations de participation et un crédit en heures de formation pour l'exercice 2021. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a eu des échanges avec les investisseurs égyptiens. Les entretiens ont tourné autour des projets de desserte en eau potable et électricité pour les provinces du Haut-Katanga, du Kasaï et du Haut-Lomami. Un reportage de Skambal et Marie Kalong. Les postes frontaliers de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, la ville de Kamina dans la province du Haut-Lomami, ainsi que celle de Kananga dans la province du Kasaï, figurent parmi les coins du pays qui vont bénéficier du projet en eau potable et électricité. Regroupés au sein de l'entreprise LCOED électrique, ces partenaires égyptiens sont venus étudier la faisabilité de ces différents projets avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, qui les recevait en séance de travail. On va faire des projets d'électricité et de l'eau. Électricité, une poste de distribution à Kazombalesa et une poste solaire à Kananga et une ligne aérienne de Kibola-Kamina. Et puis dans l'eau, on va faire une usine de traitement de l'eau de capacité de 240 000 mètres cubes par jour à Kananga. Et on a déjà commencé un projet, le poste de distribution Kazombalesa, et on avance vite pour les autres projets. Et on a bien expliqué, il est avec nous dans toutes les étapes maintenant. La libéralisation du secteur de l'énergie constitue aujourd'hui une aubaine pour les investisseurs de tous bords, désireux de placer leurs capitaux dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Un nouveau paradigme pour le secteur éducatif et la formation professionnelle. Les travaux sur la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation se veut un cadre pour booster les réformes en cours dans le secteur de l'enseignement. Cédric Enina pour le reportage. L'enseignement et la formation au rabais. Les constats fait unanimité. Envisager des réformes solides pour bien évidemment consolider les systèmes éducatifs, c'est la tâche exaltante à laquelle s'attellent les participants aux travaux de la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation. Travaux auxquels ont pris part la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipulu Kabenga,
Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, celui de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, et les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga. Au-delà du regard critique que les participants sont appelés à porter pour booster les réformes, la patronne de la formation professionnelle s'est apaisantie sur la nécessité de rencontrer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée devant déboucher à l'émergence d'une classe moyenne. L'organisation de ces assises permettra à mon ministère, qui fait face aux nombreux défis, à relever sur tous les plans, de capitaliser les résultats qui en seront ici. Organisées en prévision de la revue de juillet 2022, ces assises, sur initiative du secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur éducatif, ont reçu l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNESCO, l'UNICEF et l'ENABEL. Bientôt la campagne de conversion des titres fonciers à l'échelle nationale. C'est le ministre des Affaires foncières qui l'a dit au cours de la tenue du salon Expo Béton qui se tient ici à Kinshasa. Au salon Expo Béton, le ministre des Affaires foncières Aimé Moulendo Sakombi a profité de la tribune lui offerte pour expliquer le bien fondé de numériser les fonciers en République démocratique du Congo, mais surtout la sécurité des titres, une contrainte majeure et impérative dans la gestion foncière moderne. Cette opération d'envergure se déclinera selon les 3 étapes suivantes. A. Étape préparatoire d'1 mois, l'affinement de la méthodologie, l'évaluation des besoins, la formation et la communication. B. Étape de mise en œuvre, 4 mois, lancement de la campagne dans les communes populaires à faible revenu de Kimbanseke et de Massina à Kinshasa, dans une commune populaire de Lubumbashi, de Bukavu et de Goma. C. Étape d'évaluation, ce sera 1 mois, collecte et analyse des résultats, établissement d'un calendrier de mise à l'échelle pour le déploiement de l'exercice sur toute l'étendue de la République. L'allègement du coût d'acquisition du certificat est une condition sine qua non pour sa réussite. Il faut pour ce faire créer un incitatif économique en accordant une remise de prix significative pour les conversions qui seront opérées au cours de la strate temporelle définie par la campagne. Le ministre Moulendo a saisi l'occasion pour annoncer pour bientôt la grande campagne de conversion des titres à l'échelle nationale. Le ministre du Commerce extérieur a réuni autour de lui différentes entreprises sous sa tutelle. Il s'agit des responsables de l'Office congolais de contrôle, l'ANAPEX, et les responsables de la Foire internationale de Kinshasa. Il était question pour ces entreprises d'évaluer toutes les activités de l'année 2021 et de faire une projection pour 2022. Lopez Kakouba. Au cours de cette réunion de ce vendredi 3 décembre 2021, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongba a transmis des instructions au directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Loubi Bamampouya, au directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, Eugène Bokopolo, au directeur général ANAPEX, Mike Tamboué. Le ministre leur a demandé de transmettre les rapports annuels d'activité au plus tard le 5 janvier. Aussi, de transmettre les rapports mensuels d'activité au plus tard le 2 de chaque mois. Jean-Lucien Boussa-Tongba leur a instruit de réduire les coûts d'émission des responsables de ces établissements publics et également l'obligation de faire rapport au ministre des tutelles. Il a instruit aux responsables de ces établissements publics de présenter leur budget 2021 et les plans d'action au plus tard, c'est 31 décembre. Son Excellence nous a demandé que le budget de l'année prochaine puisse être présenté avant le 31 et que dans ce budget, ça doit être ressorti d'un plan d'action mensualisé pour que nous puissions évoluer l'année prochaine suivant un calendrier clair. Nous voulons que les produits congolais puissent être dans le marché international. Parmi les conditions, il y a la traçabilité et les autres qui veulent acheter les produits doivent connaître exactement où vient le produit. Donc cette traçabilité-là, c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de QR codes. Disons également que ce 3 décembre 2021, le ministre a également échangé par visioconférence avec la représentante d'une entreprise de certification des minéraux.
Rigobert Kouta, bonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement allié à l'UDPS. Demain, vous organisez une journée de l'Union sacrée. Comment ça va se passer? Voilà, donc demain, samedi 4 décembre 2021, nous confirmons à tous les membres de l'Union sacrée qu'aura lieu la grande journée patriotique qui va réunir le parti politique et les groupements politiques membres de l'Union sacrée, leurs cadres et surtout, nous insistons aussi, les militants, les associations et les personnalités. Alors, la grande journée patriotique aura lieu sur le boulevard Triomphal, numéro 5, au siège des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Quel est l'objectif poursuivi justement par cette journée, une journée dite de l'Union sacrée? Pourquoi l'Union sacrée? En fait, c'est une journée, certes, qui va réunir les membres de l'Union sacrée avec sa base, mais c'est surtout une journée patriotique parce que c'est une journée qui est dédiée à la patrie, avec plusieurs objectifs. Je pense que le premier objectif, car vous devez le savoir, depuis que l'Union sacrée a été mise en place, et les gouvernements mis en place, il n'y a jamais eu communion entre l'Union sacrée et la population. Donc, comme premier objectif, ça sera d'abord d'informer et aussi d'écouter la population. En deuxièmement, c'est le soutien que l'ensemble de l'Union sacrée veut apporter aux institutions. Président, gouvernement, Assemblée nationale et Sénat. Il y a aussi ces grands soutiens-là que l'Union sacrée veut apporter à l'état des sièges et surtout par ricochet à notre armée qui, comme vous le savez, va de victoire en victoire et pacifie l'Est. Il y a aussi ces soutiens à la gratuité scolaire, car vous savez que depuis que la gratuité scolaire est là, des millions d'enfants qui n'avaient pas droit à l'école y ont droit. Et il s'agit aussi de consolider surtout l'unité nationale et la cohésion nationale. Enfin, nous allons démontrer aussi que l'Union sacrée est un groupement qui est en union, où les hommes et les femmes s'attendent très bien. Donc je voulais simplement dire, pour nous, pour l'Union sacrée, comme on le dit souvent, le peuple et la patrie sont sacrés. Ça sera un grand moment de communion pour la première fois entre le peuple et l'Union sacrée. Donc, comme je le disais, demain, samedi 4 décembre, à 10h, je lui dirais à 10h précises, sur le boulevard Triomphal, au siège des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Merci Rigobert Kouta. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement allié à l'UDPS, le parti présidentiel. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.